Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise. Je suis très heureux de vous retrouver au programme aujourd'hui, Bien dans son job, la quête de sens. Pourquoi prend-elle autant de place? Pourquoi les salariés sont-ils à la recherche de cette quête de sens? On en parle avec Thomas Soreda dans quelques instants. Et puis comme chaque lundi, un jeune, une solution, focus sur une entreprise. Aujourd'hui, nous accueillons l'entreprise Sohan, engagée pour les jeunes et félicitée par le gouvernement. On en parlera avec son CEO. Et puis dans le cercle RH, c'est un grand entretien aujourd'hui avec Saïd Amouche, une personnalité dans l'univers de l'entreprise, fondateur de Mosaïque RH, président de la fondation, pour donner tout simplement un sens au mot diversité. Qu'est-ce que c'est exactement cette diversité? On en parlera parce que dans quelques semaines maintenant, en novembre prochain, il organise un sommet justement de la diversité. Il sera notre invité. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, avec Monster et une étude passionnante sur la manière dont la génération Z imagine leur entrée dans le monde du travail. Ils sont un peu pessimistes, ces jeunes salariés. On en parle dans quelques instants avec Romain Giunta. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est un sujet important dont on va parler aujourd'hui dans notre rubrique, la quête de sens. On en parle depuis des semaines, les salariés sont à la recherche de sens à donner à leur mission, tout simplement à leur emploi. On en parle avec Thomas Soreda. Bonjour Thomas. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, vous êtes professeur à l'EM Normandie. Oui. Merci d'être là, vous êtes consultant, conférencier, et puis je crois que vous avez été aussi dans une vie antérieure prof à l'EDEC Business School. Il y a quelques temps, et depuis maintenant quelques temps, je suis professeur à l'EM Normandie sur le campus de Paris. Je vous remercie de me recevoir. Professeur de théorie des organisations, de sociologie. De sociologie. Justement, rentrons de plein pied dans cette notion très sociologique, cette quête de sens. Est-ce que le télétravail a entraîné cette quête de sens, ce désir de sens, et est-ce que c'est une aubaine pour les jeunes cadres? Alors oui, c'est tout à fait une aubaine. En fait, je pense qu'on est dans un sentiment, un processus qui va être dual. En fait, il y a à la fois le télétravail qui amène un certain avantage pour cette quête de sens. C'est des réponses à des questionnements qui peuvent se poser chez les plus jeunes, mais c'est aussi en fait cette dualité où, parce que l'on a la possibilité de s'ouvrir, de trouver des nouvelles formes de travail, que l'on va aussi se poser des questions. Il y a quand même avec cette crise Covid un avant et un après, notamment dans le rapport que les cadres et les jeunes entretiennent avec la grande entreprise. Il y a clairement un avant et un après. On était face à quand même une modification du rapport au travail que les individus se posaient. Il y a 15 ans, concrètement, les individus avaient une volonté encore de se tourner vers la grande entreprise. La carrière, c'était la vie des individus. Elle était principalement basée par une réussite. Montée en grade, quoi. Clairement une montée en grade. Et puis, depuis une quinzaine d'années, les jeunes se posent de plus en plus de questions. Se posent des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de rentrer dans une grande entreprise et d'être un certain matricule? Simplement, j'intègre une entreprise et je suis le grade 101, et puis l'année d'après, je suis le grade 102. Et j'attends doucement. Jusqu'à 50 ans pour essayer d'accéder au plus haut niveau. Jusqu'à 50 ans pour accéder au plus haut niveau, et l'entreprise offrait cette perspective de réussite. Elle offrait un cadre d'épanouissement. Et là, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Depuis 15 ans, les individus, alors par exemple, si on s'intéresse à l'enquête Universum qui montre que, alors c'est encore un peu faible, à l'international, 8% des jeunes diplômés souhaitent intégrer une start-up ou créer leur start-up, et 12% souhaitent intégrer une start-up. Justement, j'allais y venir, Thomas. Il y a, je dirais, le corollaire ou le miroir inversé. Il y a ces jeunes qui disent « je ne vais pas rentrer dans une grande boîte parce que ça ne m'intéresse pas, ce moule, ce carcan. En revanche, je vais créer mon entreprise. » Exactement. Ils sont de plus en plus nombreux. Pourquoi? Parce que, en fait, en réalité, le fait d'appartenir à cette grande entreprise, elle amène principalement un manque de sens. Et là, ils se posent la question de se dire, qu'est-ce que je vais faire
comme travail, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et j'ai envie de me sentir appartenir. Alors, ça va être soit la création d'une start-up, soit le fait de rentrer dans une start-up. Ouais. On a aussi des cas qui sont finalement assez nombreux de jeunes diplômés de grande école qui décident à la fin de leurs études et quelques années après avoir intégré l'entreprise, qui décident de totalement changer de job et d'être instituteur, d'être professeur de mathématiques dans des provinces ou dans des régions françaises. Et ça, c'est vraiment une volonté que l'on voit depuis quelques années. Pour rentrer encore un peu plus profondément dans cette sociologie, dans le cerveau de ces jeunes cadres, il y a quand même aussi l'idée de se rapprocher d'une vie plus harmonieuse, familiale, au vert, quelque chose de plus en rapport avec la nature, pour aller un peu loin. Avec un peu plus d'essence dans leur vie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par exemple, si on regarde le système éducatif français, avec une très forte centralisation, on voit que quasiment beaucoup de grandes écoles, beaucoup d'universités ont des campus parisiens, sont parfois avec un ancrage régional, mais aussi avec un campus parisien où on termine les études, où les étudiants terminent leur parcours, notamment par rapport à des stages qu'ils pourraient trouver peut-être plus facilement, ou des apprentissages. À la suite de ça, finalement, le premier emploi arrive souvent en région parisienne. Oui. C'est plus facile à trouver. Et puis, après 3-4 ans, on se dit, voilà, pourquoi pas retourner dans l'environnement dans lequel j'ai toujours grandi, que j'ai toujours aimé. J'ai habité Châtellerault, j'habitais Lyon, à Poitiers, j'y retourne. Exactement. Et j'amène aussi mon expérience parisienne qui joue sur le CV quand même. Ah clairement. Et puis avec une certaine maturité dans le cadre professionnel, on peut rentrer, une fois qu'on a fait cette expérience, on peut rentrer à un niveau, à un grade qui est peut-être un peu plus élevé. Alors, il faut quand même faire un focus là aussi qui est intéressant parce que c'est de la sociologie. Quand on parle des jeunes, tout ça est un peu impropre parce qu'il y a des jeunes diplômés d'écoles de commerce qui vont travailler dans le tertiaire. J'allais dire, eux, ils pourront créer leur boîte, ils pourront travailler à distance. Et puis, il y a aussi toute une partie de la jeunesse qui a fait une alternance en plomberie, en charcuterie, dans des métiers manuels, et qui, eux, c'est pas ils n'ont pas du tout la même approche du rapport au travail. Clairement pas. Ils sont dans le réel. De l'activité professionnelle. Ils n'ont pas concrètement les mêmes questionnements. Le jeune qui aura toujours gardé son ancrage local, lui, ça va être principalement son objectif, ça va être sa réussite, plutôt familiale au début. Stabilisé. Une vraie stabilité, protéger son emploi, protéger son cadre professionnel sans avoir besoin de faire des allers-retours entre une vie trépidante, professionnelle extrêmement riche et un ancrage dans le réel lorsque vous allez être en charcuterie, en plomberie, dans l'électricité ou des choses comme ça, des métiers manuels comme vous le dites. Un dernier mot quand même sur je dirais l'évolution de cette quête de sens. Est-ce qu'il y a un rapport déceptif parce que l'entreprise va, je dirais, continuer à avoir ses habitus, ou est-ce que l'entreprise va justement intégrer cette revendication ou cette volonté de quête de sens ? Alors, de plus en plus, les entreprises soulignent le fait que leurs salariés peuvent être intégrés et peuvent aller vers cette quête de sens dans leur travail. Par exemple, un certain nombre d'entreprises ont développé sur les 10 dernières années de l'intrapreneuriat. La possibilité pour les salariés de travailler et de créer leur entreprise au sein même de la structure dans laquelle... sécurise. Ça sécurise totalement. Évidemment. L'intrapreneuriat, le fait aussi, certaines carrières qui vont plutôt être fluides, le fait, ça arrive très régulièrement, des salariés qui quittent une entreprise, qui vont créer leur boîte, qui se donnent un temps pour essayer quelque chose et ensuite qui y retournent. Donc c'est une forme un peu d'aventure, quoi. On fait quelque chose, on tente quelque chose et puis ensuite on se restabilise. Quand on se marie, quand on pose sa famille. Peut-être un troisième cycle ou en tout cas une fluidité dans les rapports. On n'est plus dans le rapport professionnel où on rentrait dans une entreprise et 40 ans après, on en sortait avec le pot de départ à la retraite. Un tout dernier mot, parce que vous étudiez les organisations, on est entré dans l'ère du télétravail. C'est vrai ou pas ? On est vraiment entré dans l'ère du télétravail ? Parce que, encore une fois, c'est votre exemple, hein, celui qui fait des sandwichs Sodebo et qui met la tranche jambon dans le pain, le télétravail, il ne le verra pas, lui. Hein.
Concrètement, oui, il n'aura pas, pas le questionnement. Et puis, en fait, on ne l'amène pas à se poser ce propre questionnement. Bah non. Il est posté, il fait son boulot. Et puis, là, pour prendre l'exemple que vous me donnez de celui qui va fabriquer son sandwich au Sodebo. Concrètement, il a un cadre professionnel où il travaille dans une usine à 4 degrés. Est-ce que le fait de faire un travail qui a un sens, il va avoir ce questionnement? Non, déjà, son cadre professionnel est assez difficile pour ne pas avoir à se poser cette question-là. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire c'est bon signe qu'il ne se la pose pas, parce que s'il se la posait, il quitterait ses frigos à 4 degrés. C'est probable. C'est bon signe pour la grande entreprise. Pour l'entreprise, évidemment, qui a besoin de collaborateurs, qui travaillent pour ces missions qui sont difficiles, évidemment, à faire. Bien entendu. Merci Thomas Soreda d'être venu sur notre plateau, professeur à l'EM Normandie, mais sur le campus parisien. C'est important de le signaler, puisque vous avez évoqué ces écoles qui, évidemment, centralisent aussi une partie de leurs cours, en partie, dans la capitale. Merci d'être venu nous rendre visite. La suite de notre rubrique, c'est un jeune, une solution. Vous connaissez, c'est notre partenariat avec un jeune, une solution. Chaque semaine, chaque lundi, une entreprise qui s'est engagée en direction de l'emploi des jeunes vient nous rendre visite. Aujourd'hui, on accueille l'entreprise SOAN. Un jeune, une solution, notre rubrique avec chaque semaine une entreprise qui s'est engagée, tournée vers les jeunes, vers la création d'emplois pour les jeunes, grâce à cette plateforme, rappelons-le, d'une mise en relation entre l'offre et la demande des entreprises qui cherchent et puis des jeunes qui, évidemment, sont à l'affût. Nous accueillons Nicolas Lemétayer. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes CEO de SOAN. C'est ça. Alors, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, vous étiez un peu comme un champion olympique, vous avez tout gagné en 2021. Votre entreprise, c'est une petite pépite. Vous avez automatisé les paiements entre les entreprises, pour qu'elles se payent plus rapidement, puis que ça sécurise les paiements. C'est ça l'idée. Exactement, c'est ça. Et alors là, vous avez tout raflé. Lauréat Graines de Boss en 2021, lauréat Nextinov, ça vous fait sourire, mais c'est quand même vous qui avez inventé votre entreprise. Mention spéciale internationalisation Nextinov et prix du public Nextinov. Il ne vous reste plus quoi que le César et les BAFTA, quoi. J'aimerais bien le César. Le César, ça vous plairait? C'est ça. Revenons à vous, parce que on a reçu depuis le début de ce partenariat quelques entreprises, très grosses entreprises, des entreprises de taille plus modeste qui se développent, c'est le cas de la vôtre. La volonté d'être jeune et d'offrir des emplois aux jeunes, vous êtes un créateur d'entreprise jeune, vous avez quel âge? 36 ans. 36 ans. C'est ça. Pour vous, c'était naturel finalement de vous tourner vers cette formule d'aller chercher des jeunes? Moi déjà, je suis un fruit de l'alternance, parce qu'il y a 15 ans, c'était il y a 15 ans déjà, j'ai commencé ma carrière en alternance, donc j'ai travaillé 4 ans dans des grands groupes, et j'ai fait 4 années en apprentissage. Donc ça a vraiment fait partie finalement de moi, de ma construction et de mon intégration dans le marché du travail. Ça fait maintenant 10 ans que je monte des entreprises, j'ai participé à plusieurs projets de start-up, et SOAN, ça fait maintenant 3 ans, donc très vite en fait, on a intégré cette dynamique d'aller chercher des jeunes talents. Et aussi pour se différencier, parce que chez SOAN, on a un enjeu important, c'est le recrutement des collaborateurs, notamment des commerciaux, puisque en fait, notre entreprise, elle se développe sur un indicateur de performance assez simple, c'est qu'un commercial en fait, doit générer X chiffre d'affaires. Et en fait, la scalabilité de notre entreprise, donc la duplication de notre entreprise à l'échelle internationale, elle repose sur les commerciaux. Bien sûr. Vous avez créé une école de vente d'ailleurs. Exactement. Ça, c'est incroyable, ça. C'est ça. J'allais y venir, effectivement. En fait, quand on se dit qu'on a des commerciaux recrutés et des développeurs, on a 3 enjeux en fait, à maîtriser. C'est le recrutement des collaborateurs. Ensuite, c'est le ramp-up, donc c'est la capacité du collaborateur à être opérationnel très vite. Et l'éventuel turnover. Sur les équipes commerciales, ça peut monter jusqu'à 20%. Ça bouge, ouais. Et donc, du coup, nous, notre enjeu, c'est de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour recruter à moindre coût et de ne pas avoir à constamment embaucher des chasseurs de tête. Vous les formez. On les forme pendant 1 an. Donc, nous, on prend des jeunes alternants, une dernière année d'école de commerce. D'où un jeune, une solution d'ailleurs, qui fonctionne bien. Donc, nous, aujourd'hui, on a 47% de l'effectif aujourd'hui qui sont des apprentis. Sur un effectif global de combien? 30 personnes aujourd'hui. D'accord. Donc ça fait vraiment partie de l'ADN de l'entreprise, cet apprentissage. Mais l'idée de l'apprentissage, c'est pas uniquement de profiter des dispositifs qu'il peut y avoir aujourd'hui de recrutement, notamment des jeunes. Garder vos... Nous, le vrai enjeu, c'est le recrutement. C'est d'avoir en fait des jeunes business développeurs, donc des commerciaux en gros, qui, après 1 an d'alternance, on va pouvoir les embaucher. Et ils sont opérationnels tout de suite, parce que comme ça fait 1 an qu'ils sont là, en fait, ils connaissent le produit, le marché, l'écosystème, ils vont être capables de vendre de façon immédiate. Alors que si on recrutait des commerciaux en CDI à côté, il y aurait déjà les coûts de recrutement, le temps d'attente que le commercial en fait, fasse son préavis et arrive chez nous, et le temps en fait d'onboarding, de formation. Bien sûr. Donc ça prend du temps, et comme nous, on est une start-up et on veut aller très vite et qu'on n'a pas le temps,
Du coup, on a essayé de contrebalancer ça et on a vraiment misé en fait sur l'apprentissage. Et concrètement, on a créé cette académie. Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'alternants. J'ai dit école, c'est l'académie, ça fait plus chic. C'est pareil, c'est école. C'est plus classe. C'est la même chose, mais dans l'idée, c'est que vraiment pendant un an, on les accompagne, on les forme toutes les semaines. Donc, ils ont 1h30 de technique de vente par semaine et une heure de roleplay. Le roleplay, c'est l'entraînement. En fait, c'est comme tout à l'heure, vous avez parlé de compétition. Quand on est commercial, en fait, on parle en direct au client, il faut s'être préparé. Donc il faut faire et du donc training. On s'entraîne. Exactement, on s'entraîne. Et ensuite, pendant l'année, en fait, tous les 2 mois, on leur remet des petites certifications pour bien valider qu'ils ont développé, je sais pas, une compétence, soit sur le plan de découverte, les techniques de vente, la négociation, pour vraiment les valoriser aussi, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que c'est pas l'alternant, parce qu'il y a eu des polémiques sur ce sujet un peu Kleenex, bénéficiant des aides fiscales, et puis au bout de la session d'alternance, l'entreprise s'en débarrasse. Vous, votre stratégie, c'est d'avoir une rétention de talents, de les garder. Nous, notre job, notre ambition à travers ce plan qu'on a créé, c'est vraiment d'avoir notre propre pépinière en fait, de jeunes qu'on va pouvoir recruter de façon immédiate. Puisque comme on recrute beaucoup, là, on est passé, nous, de 6 à 30 en l'espace de 12 mois. On projette de doubler encore l'effectif dans les 12 prochains mois, donc passer entre 60 et 70. On a des vrais enjeux de recrutement, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce dispositif en interne, en se disant qu'il faut tout de suite investir en fait, sur la formation et sur les jeunes. Je pose la question à tous ceux qui passent ici sur le plateau dans notre rubrique Un jeune, une solution. En quoi le dispositif Un jeune, une solution a été pratique pour vous ? Ça nous a amené du lead, en fait, à des candidatures entrantes. Avec ce dispositif, concrètement, alors il y a ce qu'on fait avec l'apprentissage, mais aussi les jeunes CDI. On a recruté aussi 5 jeunes en CDI. Toujours avec la formule Un jeune, avec la formule Un jeune, une solution. Donc au total, une quinzaine de personnes déjà qui ont été recrutées. Donc ça nous permet d'avoir de la candidature. Ouais, ça marche bien. Nicolas Lemétayer, un mot, voire plusieurs, parce que vous êtes un entrepreneur, vous l'avez dit, vous avez créé plusieurs entreprises, Sohan se développe, ça cartonne. Là, vous partez à l'international parce que c'est aussi tout l'objectif. Et puis, vous avez eu une petite visite sympathique le 19 février dernier. C'est pas rien dans la carrière d'un entrepreneur. Le Premier ministre, accompagné d'Elisabeth Borne, vous auriez même pu venir avec l'album photo parce qu'ils sont venus aussi vous féliciter de l'action que vous meniez en direction de l'emploi. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? On a parlé de l'emploi, de l'inclusion des jeunes, mais aussi de la mixité. C'est un sujet qui nous apporte beaucoup chez Sohan. Aujourd'hui, on a entre 35 et 40% de mixité dans l'entreprise. Je dis entre 35 et 40. Mixité, c'est quoi C'est les hommes et les femmes, en fait. D'accord. Et c'est vraiment un indicateur de performance que nous, on pilote tous les mois dans l'entreprise. Ça fait vraiment partie d'une sensibilité forte qu'on a. Et c'est vraiment quelque chose, en fait, qu'on regarde en permanence, qu'on veut faire évoluer. Et d'ailleurs, à ce titre, on a aussi, nous, comme beaucoup d'entreprises, on s'est financé à travers des levées de fonds. On a intégré dans notre capital, en fait, le premier réseau de femmes business angel en Europe. On a aussi un comité de surveillance aujourd'hui qui est 40% mixte. Donc, on a aussi parlé de ce sujet-là au-delà de l'alternance. Et voilà, du coup, visiblement, c'était plutôt une table ronde assez sympa. Oui, c'est une table ronde qui a plutôt valorisé votre action. L'avenir, c'est quoi ? Parce qu'un jeune, une solution, ça existe toujours. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez besoin de notre antenne pour aller recruter vos talents, mais c'est l'occasion. C'est quoi la prospective en matière de recrutement, là ? On double les effectifs, donc essentiellement on recrute des business développeurs et des développeurs. Automatiquement, ils passeront par l'académie, on est d'accord. Oui. Nous on recrute, alors pas complètement, c'est-à-dire qu'on a 80% des jobs qui vont passer par l'académie. Ensuite, par le biais d'une alternance, excusez-moi Nicolas. Pendant un an, c'est ça. C'est ça, d'accord. Et ensuite, on a quand même une grosse partie des jobs qui sont en CDI plus expérimentés, notamment des profils de technique de vente un peu plus complexes, certains postes après sur le marketing ou autre, ça va rester en CDI. Donc on ne recrute pas que des alternants, mais on a une grosse proportion aujourd'hui de l'effectif en alternance parce qu'on a anticipé la montée en puissance RH de notre team en fait sur les 12 prochains mois. Et comme vous êtes un jeune entrepreneur, donnez-nous envie. Au-delà du fait d'être formé par des gens sympathiques dans l'académie, qu'est-ce que vous leur proposez à ceux que Déjà, vous recrutez ? on a une ambition forte, c'est de devenir un leader européen. Là, concrètement, on est présent en France et en Espagne. On projette de lancer l'Italie et l'Allemagne dans les 6 prochains mois. Donc, on a une volonté qui est forte, mais surtout, on fait quelque chose d'utile. Notre métier, c'est Sohan, c'est d'aider les entrepreneurs à réaliser leurs rêves. Et ça veut dire quoi ? Quand on est entrepreneur, en fait, on a envie que sa boîte, elle marche. On a envie de recruter des collaborateurs, d'investir. Et d'avoir de la trésorerie aussi. Pour ça, il faut se faire payer à temps. Et nous, notre métier, c'est vraiment de fluidifier les échanges inter-entreprises, donc les opérations de décaissement et d'encaissement, pour s'assurer justement d'un paiement beaucoup plus rapide. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour la plupart des entreprises, puisqu'il y a près quand même de 500 entreprises tous les jours qui font faillite en France, en Europe. Parce que elles sont pas payées. Défaut de paiement. Et il y a 1 million de personnes qui perdent leur job tous les ans en Europe à cause de ça. Donc nous, on lutte contre ça. Donc en plus, vous l'avez dit, d'être plutôt sympathique et d'avoir une vraie volonté de former les jeunes, on a surtout une mission qui est utile. Ouais, malgré les lois, il faut préciser qu'il y a eu des lois pour réduire les délais de paiement de 70 à 90, mais ça n'a pas suffi. Et vous avez raison. Et Sohan répond notamment à ce besoin en France
Et en Et en Europe, Europe demain, d'abord. et on se lève tous les matins avec cette ambition. Vous avez un dynamisme, Nicolas Lemétayer, vous avez une envie de faire avancer votre entreprise et donc les jeunes qui bossent, et qui vont vous rejoindre, qui vont rejoindre Sohan. Il y a un onglet recrutement chez vous, c'est évident. Et puis un jeune, une solution. Il y a de l'alternance et vous venez de l'entendre, il y a aussi des CDI Exactement. qui sont proposés chez Sohan. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Nicolas Lemétayer. Quand vous aurez le temps, entre vos voyages en Europe, revenez nous voir pour nous dire où vous en êtes de l'évolution de votre entreprise Sohan. Merci beaucoup d'être venu. On fait une courte pause, on va s'intéresser à un sujet. Vous parliez de mixité tout à l'heure, Nicolas. On va parler dans notre débat, qui est un grand entretien aujourd'hui avec Saïd Amouche. Il est le fondateur de Mosaïque RH. On connaît dans le recrutement cette entreprise qui travaille sur la diversité. Qu'est-ce que c'est que cette diversité ? On l'accueille juste après cette pause. Il va nous parler à la fois de son entreprise, de sa fondation, et puis du sommet qu'il est en train de préparer. Ce sera en novembre prochain. Il est notre grand invité aujourd'hui dans le Cercle. Le Cercle RH, notre débat aujourd'hui sous forme de grand entretien. On va parler de diversité. On en parle beaucoup en creux finalement dans cette campagne présidentielle, mais on va aussi en parler là très concrètement. La diversité en entreprise, qu'est-ce que c'est ? On en parle avec Saïd Amouche. Bonjour Saïd. Bonjour Arnaud. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. C'est réciproque. Vous êtes très très occupé. Vous êtes le fondateur de Mosaïque RH en 2007, président de la fondation Mosaïque RH. Vous allez nous en parler. Et puis ce profil, alors on a pris un peu d'avance, il faut le reconnaître, mais vous avez tenu votre conférence de presse le 22 septembre dernier, entouré de chefs d'entreprise, de décideurs, parce que se prépare un sommet de la diversité qui se tiendra à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, et on va bien sûr en parler. Juste un tout petit mot de contexte, les mots comme ça qui circulent dans cette campagne présidentielle venue d'un homme qui s'appelle Zemmour. Est-ce que vous n'êtes pas finalement celui qui pouvait déconstruire ce discours sur on ne peut pas s'appeler Mohamed en France, vous vous appelez Saïd Amouche, vous êtes un fils d'ouvrier marocain, d'une mère au foyer, vous êtes passé par l'éducation nationale un temps. Avant, vous êtes passé, je crois, par Aulnay-sous-Bois, par des petits boulots. Vous avez galéré, vous avez envoyé des CV et vous avez monté votre boîte. Comment vous regardez cette question ? Est-ce que vous n'êtes pas en creux celui qui peut donner un vrai sens à ce débat sur la diversité ? Moi, je crois que le vrai sujet, c'est la capacité que notre société a à intégrer ses concitoyens par le travail. En fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas d'être un homme ou une femme, d'être gros ou petit. Le sujet, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'intégrer les gens ? Et je pense qu'aujourd'hui, au regard des opportunités économiques, des montants financiers aujourd'hui qui sont disponibles en matière d'investissement, on peut faire des choses. Et au-delà du nom, au-delà du prénom, au-delà du lieu d'habitation, qui est discriminant. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire de l'inclusion économique. C'est le pari que vous avez fait en 2007. Mais je sais que vous êtes pudique et que vous n'aimez pas raconter votre vie personnelle. Mais quand on crée Mosaïque RH et qu'on s'engage à permettre à des jeunes diplômés des quartiers de trouver un emploi parce qu'ils ne le trouvaient pas, c'est parce que vous êtes passé par là aussi. Oui, parce qu'on a une responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, on a peut-être le meilleur diagnostic de ces questions-là. Bah oui. Et si on a le diag, qu'est-ce qui nous empêche à faire ? Et comme j'ai effectivement une envie assez naturelle de pouvoir construire des solutions, fabriquer des solutions, mettre autour de la table un certain nombre d'énergie pour pouvoir fonctionner mieux demain qu'aujourd'hui, eh bien, c'est ça qui a donné envie. Donc, plutôt que de parler, commenter, on préfère agir chez Mosaïque. Alors, vous agissez concrètement parce que vous permettez à des entreprises ou à des jeunes diplômés de trouver un emploi, donc vous les mettez en relation. Il y a un mot que vous utilisez souvent quand on vous parle, je connais un tout petit peu, vous parlez de déconstruire. Ça veut dire quoi, déconstruire ? Ça veut dire faire tomber les préjugés, les mauvaises ou les fausses représentations que l'on se fait des quartiers de banlieue ? Oui, moi je pense que, en fait, on a tous peur de l'inconnu. Si on est face à une situation qu'on ne connaît pas, mécaniquement, psychologiquement, on est dans une réticence. Donc je pense qu'on a à gagner à se connaître. Un petit enfant, il a peur du monstre parce qu'il n'a jamais vu le monstre. Mais si un jour on le met face à une photo de monstre, il va trouver ça amusant. Il va penser que c'est un objet supplémentaire
pour s'éclater, s'amuser et prendre du plaisir. Et bien c'est ça en fait l'objectif même de Mosaïque, c'est de déconstruire les préjugés. Et il n'y a rien de tel que la preuve par l'exemple. Donc, dans les banlieues, dans ces quartiers difficiles ou même ces zones rurales, il y a des talents. Montrons ces talents et faisons en sorte que derrière, eh bien, ils puissent trouver leur place dans les organisations, publiques ou privées d'ailleurs. Public ou privé. On avait d'ailleurs fait une émission en accueillant un gros cabinet de conseil qui avait travaillé avec Mosaïque RH. On avait d'ailleurs un représentant de votre entreprise. Ça fonctionnait fort bien. Vous parlez aussi de l'enjeu économique. Parce que là, encore une fois, dans cette campagne présidentielle, on parle d'identité, on parle de couleur de peau, on parle d'origine religieuse. Mais vous dites, sur le plan économique, c'est une énorme erreur de ne pas intégrer notre diversité. On perd beaucoup d'argent à ne pas le faire. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai des clients qui font aujourd'hui la compétition à l'international pour gagner des marchés. Ils se retrouvent face à des Américains. Et quand ils veulent vendre de la culture, de l'entertainment, c'est qu'ils arrivent avec des commerciaux qui sont en fait monolithiques, parlant très mal anglais. Eh bien, je peux vous dire que face à une équipe multiculturelle américaine, souvent la partie est déjà perdue d'avance au moment où on commence la négociation. Et en fait, c'est ça qu'on veut dire. On veut dire que plus on vient avec des références différentes, plus on est capable en fait d'avoir une offre produit qui, à un moment donné, fait la différence lorsqu'on est face à un client potentiel ou face à un marché en émergence. Alors, il y a un débat, je ne veux pas faire toute l'émission, et d'ailleurs on ne la fait pas, mais il y a un débat politique qui s'ouvre avec ces sujets d'identité, ça ne vous aura pas échappé. Et puis il y a aussi un débat lié aux entreprises. Elles ont mis du temps, les entreprises, parce qu'elles aussi à s'ouvrir, parce qu'il y a un vrai sujet autour des entreprises, des réticences des RH, des managers qui ne sont pas forcément formés. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous les rencontrez. Vous avez l'oreille attentive des ministres aussi. Vous êtes quelqu'un qui est très écouté quand même sur ces sujets. Qu'est-ce que vous leur dites aux entreprises? Écoutez, nous, on raconte pas grand-chose de nouveau que ce qu'on connaît et ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire que les talents, ils sont disponibles. Une jeunesse qui a envie de réussir par le travail, ils sont là. La capacité à avoir des initiatives émerger et regarder le nombre d'initiatives qui se créent dans ces territoires défavorisés, le nombre en fait de jeunes qui montent des initiatives ou des entreprises. Donc il y a mécaniquement aujourd'hui en fait une énergie très forte qu'il faut exploiter et on pourrait imaginer en fait en faire davantage en les présentant aux RH, en les présentant à des investisseurs, en les présentant à toutes les entreprises qui ont besoin aujourd'hui de se développer. C'est-à-dire que vous les accompagnez, c'est-à-dire que vous les recommandez en les accompagnant. Absolument. C'est ça l'idée. Notre rôle, c'est à la fois, on a souvent pris le sujet simplement en se disant il faut accompagner les jeunes. Évidemment, ils ont besoin d'être accompagnés les jeunes. Mais tous les jeunes d'ailleurs. Aussi accompagner les organisations, les recruteurs, les dirigeants sur ces questions-là et faire en sorte en fait qu'on trouve le meilleur moyen de créer le lien entre l'offre et la demande. Alors, un petit mot quand même sur l'organisation de votre entreprise, parce que c'est une entreprise à vocation sociale. Nous sommes une entreprise à mission. À mission, ça c'est très important. J'ai évoqué la création de Mosaïque RH, l'entreprise, et puis à la fondation. Racontez-moi, comment ça marche? Et effectivement, ça s'est passé en 3 étapes. La première étape, c'était une étape qui consistait à dire sortons en fait du discours politique et soyons en fait dans l'action concrète. Vous voyez que vous y venez au discours politique. Vous ne vouliez pas y venir, mais voyez que vous en parlez. Vous avez été heurté forcément par tout ce que vous entendez. Oui, mais c'est pas hier, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est depuis. Nous, on a irrigué en fait. On a été irrigué par ces questions-là. Donc nous, on s'est dit la meilleure alternative en fait, c'est la preuve par l'exemple. Donc créons un cabinet de recrutement non-profit qui a été lancé fin 2007 et qui très rapidement en fait a vendu des prestations de recrutement à des entreprises qui souhaitaient s'engager sur la diversité. Et on s'est rendu compte que ça faisait du bien aux entreprises parce qu'elles nous le disaient et ça faisait du bien pour les candidats parce que c'était aussi une manière de faire émerger des candidats issus de catégories sociales modestes et qui n'arrivaient pas à accéder, qui n'accédaient pas clairement. en fait, qui n'étaient pas recrutés au regard de leurs compétences et de leur nom, souvent le nom, le lieu. L'origine culturelle. Et culturelle, donc on les recevait même pas. Absolument, et qui arrivaient en fait à prendre des postes à responsabilité dans ces organisations. Donc ça a été le premier temps. Première étape. Deuxième étape, on s'est dit ça serait intéressant en fait de réunir l'ensemble de ces entreprises et peut-être porter un discours qui soit plus simplement en silo dans chacune des entreprises, mais sur l'ensemble de l'écosystème, sur l'ensemble du marché. Est-ce qu'à plusieurs, si on prend le secteur bancaire, si on prend les secteurs du service,
et autres, et qu'ensemble on se réunit, on peut peut-être organiser des choses. Et donc on a organisé un événement de plaidoyer très fort qui s'appelait en fait le top 10 des recruteurs de la diversité. On s'amusait à valoriser en fait les entreprises qui en font un maximum. Et puis on s'est rendu compte qu'en parallèle, il fallait peut-être aller beaucoup plus vite. Et le digital nous a aidés. On s'est rendu compte qu'on pourrait peut-être créer en fait une base de données intelligente, d'abord de candidats qualifiés, mais aussi une candidatech qui peut être disponible gratuitement pour les recruteurs, gratuitement pour les candidats, l'offre et la demande, avec la possibilité en fait à ces candidats de se qualifier sur des tests de personnalité. Et donc on a lancé la plateforme qui s'appelle diversifiervostalents.com et aujourd'hui c'est plus de 30 000 candidats qui sont disponibles. Et dernière étape, on s'est dit que tout ça, eh bien, ça ne valait qu'à partir du moment où l'écosystème fonctionnait dans cette direction. Et donc c'est pour ça qu'on crée le premier sommet de l'inclusion économique, qui est un véritable mouvement qui a pour vocation de mettre autour de la table tous les acteurs déterminés à changer. Mais je voudrais vous entendre, parce qu'auparavant, effectivement, vous organisiez ces événements depuis une dizaine d'années, un peu moins de 10 ans. Là, vous franchissez une étape supplémentaire, Saïd Amouche, parce qu'à travers ce sommet, d'abord le mot sommet, c'est un mot fort, c'est un mot très engageant. Quelle est votre volonté? C'est de dire là, on arrête de parler et on devient concret. Je veux un top, je veux un engagement. C'est ça que vous souhaitez aujourd'hui, du concret. Je pense qu'aujourd'hui, la compréhension de ces sujets-là, elle est gagnée. C'est-à-dire que c'est la grande différence entre aujourd'hui et il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on était dans le déni. Aujourd'hui, on a tous envie de bouger et je salue le plan du gouvernement Un Jeune Solution. Je salue tous les plans d'action. Notre partenaire. Toutes les entreprises qui ont des plans d'action très avérés sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, on est sorti dans le déni. En revanche, on peut faire beaucoup plus. Il y a encore trop de jeunes aujourd'hui qui sont laissés sur le bas à côté de la route. Il y a trop de jeunes qui ne connaissent pas les opportunités qu'on a aujourd'hui sur le marché et c'est pas bon ça. Et donc on a besoin aujourd'hui de dynamiser toute cette matière grise et faire en sorte qu'on multiplie les recrutements et qu'on multiplie les investissements sur ces entrepreneurs. On va voir un tout petit clip dans quelques instants, mais un petit mot sur les soft skills, parce que ces fameux jeunes des quartiers diplômés, pas forcément de grandes écoles, mais diplômés, ils ont parfois une attitude, une énergie, un ton qui peut surprendre, être décalé, mais si on s'appuie sur les soft skills, ils sont parfois d'une immense créativité, d'une intelligence et d'une agilité incroyable. Et parfois, on ne se cantonne qu'à regarder, je dirais, l'aspect extérieur. Comment on gère cette question-là en RH? Regardez, c'est très simple. Quand on grandit avec une biculture, une double culture, forcément, on développe des habilités. Et on est obligé, à un moment donné, de s'adapter dans deux types de cultures. Ouais. Et donc, du coup, on a des aptitudes naturelles. Donc soit on fait le choix en fait de considérer que ces aptitudes, il faut les cacher, il faut être derrière une seule ligne, et donc du coup on appauvrit l'individu et donc la société, soit on considère que c'est une force pour tout le monde, et donc du coup on fait en sorte que les individus déploient leurs ailes, soient à l'aise dans leur basket, et puis réussissent à un moment donné à trouver leur place dans la société, et c'est bon pour le business. Et regardez justement ce petit clip. Alors, il est issu des équipes de Mosaïque RH en prévision de ce sommet du 29 novembre prochain. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans notre émission. C'est la diversité, on vient de l'évoquer à travers le lieu d'habitation, les quartiers, la couleur de peau, mais pas seulement. C'est la diversité au sens large. Alors, ce sont des personnalités qui témoignent et qui, en fait, comme des ventriloques, on raconte des histoires qui avaient été vécues par d'autres. Et vous allez le voir, c'est assez intéressant, marquant pour le moins. Écoutez. C'est dommage que vous n'ayez pas 20 ans, mais avec 10 ans d'expérience. Vous vous exprimez bien pour un noir. Vous venez d'où exactement? Avec un prénom pareil, je pensais que vous étiez blanche. Et vous n'êtes pas née ici, vous aussi? Aujourd'hui, un quart des diplômés ne sont pas reçus en entretien. Du seul fait de leur nom ou de leur adresse. Peut-on dans le même temps se plaindre de la pénurie de compétences? La diversité est une richesse. Tout le monde doit avoir la même chance. Alors, dirigeants, recruteurs, n'attendez plus. Élargissez vos horizons, diversifiez vos talents.
Alors ça, c'est un des volets, on a coupé évidemment parce que le clip est plus long, ça c'est le volet sur la diversité, j'allais dire classique, traditionnelle, puis vous allez même plus loin, Saïd, au-delà de ces questions qui sont liées à la couleur de peau, le fait d'être noir, le fait d'avoir un nom à consonance étrangère, vous parlez de la diversité liée au poids, c'est-à-dire les discriminations liées au poids. Grossophobie, à l'âge, les seniors, avec des chiffres qui sont là, aujourd'hui, je crois que 52% des plus de 55 n'ont pas d'emploi. C'est le premier critère aujourd'hui discriminant, l'âge. Donc, dans l'esprit de ce sommet, il y a la notion de diversité. Quelle définition vous donnez, vous, à ce mot diversité, vous qui pétrissez ce mot depuis 2007 ? Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Vincent Hédin. On a produit un ouvrage qui s'appelle Chronique de la discrimination ordinaire, et notre démonstration, elle était très simple. On considérait, en prenant 6 portraits en fait, de citoyens français qui étaient soit des seniors, soit des personnes reconnues handicapées, soit des personnes vivant sur des territoires reculés, on démontrait en fait que c'est la même mécanique. En fait, c'est la mécanique du préjugé. Ce préjugé produit du stéréotype et empêche en fait la prise de décision et produit un mécanisme discriminant. Donc, à partir du moment où on est en rupture de cette chaîne, on est en capacité ensuite de regarder, penser décaler et puis s'enrichir. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on est un mauvais collaborateur. Témoignage d'une boulangère patronne qui lui dit, ou le patron qui la recrute et qui ne lui demande pas ses compétences pour savoir si elle paye à la caisse, elle lui dit mais tu ne réussiras pas, parce que c'est exactement ce qu'elle dit, tu ne réussiras pas à passer dans le couloir. Enfin, c'est terrible quand on entend ça. C'est terrible pour le candidat lui-même et c'est surtout terrible pour l'économie. C'est-à-dire que c'est pas bon. On ne peut pas considérer effectivement qu'il y a des marchés en tension, une pénurie de talent, et derrière on freine l'ambition, parce que derrière ça génère de l'autocensure, de l'autolimitation. Et c'est ça qui n'est pas bon. Le sommet que vous êtes en train de préparer, il aura bien lieu au ministère de l'économie. C'est quand même pas rien. Le ministre de l'économie vous dit « je vous laisse mon ministère ». En termes de symbole, c'est très très fort quand même. Oui, parce qu'on a réussi à démontrer en fait que le coût des discriminations en France, c'est 150 milliards. C'est une étude qui a été réalisée par France Stratégie. C'est grosso modo un point de PIB. Et donc cette étude, elle va être rechallengée puisqu'on a le cercle des économistes qui vont travailler sur un modèle d'évaluation sur la croissance. Jean-Hervé Lorenzi. Absolument. Donc vous ouvrez aussi une porte qui n'avait jamais finalement été traitée et analysée, qui est l'angle du gain pour notre économie. Exactement. Du bienfait pour notre économie. Et pas forcément la bien-pensance ou les idéologies. Des idéologies qui sont aujourd'hui, à mon avis, stériles. Très concrètement, puisque c'est l'occasion de présenter ce sommet, en tout cas d'en faire un teasing, qu'est-ce que vous leur dites aux entrepreneurs, aux patrons du CAC 40, à ceux qui ont déjà dit « je serai présent à ce sommet ». Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Un engagement, une charte, quelque chose qui les engage et vous les prenez au mot ? Surtout pas de charte, parce qu'on a combien de chartes ont été signées. Ce qui est important, c'est l'impact. Donc nous, on pense qu'il y a 2 mécaniques en fait, sur lesquelles on peut être au rendez-vous. La première mécanique, c'est l'emploi. Donc nous, on veut accompagner en fait, ces entreprises à publier l'ensemble de leurs offres d'emploi et travailler en fait une campagne de recherche de candidats sur l'ensemble des territoires à travers la plateforme diversifier-votre-talent.com. Donc plus on aura d'offres, plus ça deviendra en fait la place pour pouvoir réduire les inégalités et donc les discriminations. Donc ça, c'est le premier rendez-vous. Faut savoir que cette plateforme, elle est géniale parce qu'elle a intégré en fait un moteur de recherche qui permet à un moment donné de scorer les candidatures en fonction en fait des qualités attendues par le recruteur. Donc ça c'est chouette. Ouais. Et puis le recruteur, il peut aller au-delà du CV en regardant les tests de personnalité. Mais Saïd, quelques mots. Est-ce qu'il faut une nouvelle fois que la loi et que les parlementaires qui vont s'arrêter de travailler en mars prochain, donc c'est un peu tard, mais pour le prochain président, on repasse par la loi, on refait ou est-ce que ça passe d'abord et avant tout par la prise de conscience des dirigeants, des CEO, des COMEX ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des lois ou c'est l'entreprise qui prend son destin en main et qui tend la main à cette diversité ? Je pense qu'on ne pourra pas tout résoudre par la loi. Ce qui est le plus important, en fait, c'est de mettre en mouvement et surtout réussir à faire. Voilà, c'est ça le sujet. Comment on fait pour dérouler le bon processus et atteindre son objectif ? C'est compliqué en fait. C'est souvent des sujets en fait qui sont portés par des individus, des collaborateurs qui sont convaincus. À partir du moment où on est muté, à partir du moment où on est chassé dans une entreprise,
souvent en fait le plan d'action s'arrête ou en tout cas perd de sa force. Donc je pense que ce dont doit se préoccuper aujourd'hui la société, probablement le gouvernement, c'est comment demain on peut faire émerger un opérateur qui traite ces questions-là à un très bon niveau tout le long de l'année et pas sur des temps stratégiques qui servent souvent de temps de communication externe. Mais Saïd Amouche, je vous le repose, vous êtes un entrepreneur, vous êtes très engagé. Le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui, et je le redis, le contexte politique, est-ce qu'il n'est pas là un petit peu, est-ce qu'il n'est pas un peu discordant? Est-ce qu'il n'est pas en train de créer de la friture sur un discours extrêmement pragmatique que vous développez en disant, voilà, il faut être pragmatique, l'entreprise a tout intérêt à le faire, de tendre la main à ces jeunes. Est-ce que ce contexte-là est favorable ou pas? Moi, je pense qu'on est en train de se perdre. Réellement, hein, on donne trop d'importance en fait à du détail. Ce détail aujourd'hui ne fait pas corps, ne fait pas masse. Aujourd'hui, on a une masse en fait de jeunes diplômés. Je vais vous donner un chiffre qui va tout de suite vous parler. Quand on fait des polémiques parce que il y a une tenue non convenable dans une plage, on a 150 000 jeunes qui accèdent à l'enseignement supérieur et qui vont décrocher un diplôme de l'enseignement supérieur et qui vont être discriminés parce qu'ils sont d'origine sociale pauvre, parce qu'ils n'ont pas les parents ou le réseau qui vont pouvoir les coopter, ou tout simplement parce que la mécanique de l'entreprise, elle est encore trop organisée sur les grandes écoles. Et ça suffit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on met tout le monde au boulot, au regard de l'énergie et des compétences, on arrivera à retourner la situation. Donc c'est très simple, il faut juste se mettre en mouvement et chacun doit prendre sa part, les entreprises mais aussi les acteurs publics en France. Est-ce qu'il faudrait plus de Saïd Amouche? Non, je pense que... Est-ce qu'il faudrait plus de relais encore? Non, c'est pas une histoire de personne, c'est une histoire en fait de mouvement. Je crois que notre rôle, nous, c'est de réunir l'ensemble des acteurs qui ont envie de faire en sorte que les choses changent pour davantage investir dans les compétences et davantage soutenir les initiatives entrepreneuriales aujourd'hui qui pèsent et qui font que chacun devient autonome et réussisse par le travail. C'est ça qui est fondamental. Un mot par rapport aux personnalités qui sont exprimées dans le petit film. Alors, il y a celles qu'on a vues, puis il y en a d'autres qui s'expriment sur la diversité ou les discriminations au sens large. C'est important aussi pour ces jeunes diplômés, ou pas d'ailleurs, d'avoir ces modèles de la diversité qui leur disent « tu peux t'en sortir ». Vous avez été, je ne l'ai pas précisé dans votre bio, mais vous avez été aussi un sportif de haut niveau, judoka, ceinture noire, donc vous vous êtes aussi engagé fortement dans la compétition, dans le sport, les entraînements. C'est important d'avoir des modèles aussi, qui leur disent « regarde, j'ai réussi ». C'est important d'avoir des modèles et c'est encore une fois important d'utiliser ces modèles, pas simplement pour la photo, mais faire relais. Je vais vous prendre en fait un exemple très concret. Quand on voit ce qu'est capable de faire le judo français, avec plusieurs podiums. Aujourd'hui, le meilleur judo du monde, c'est le judo français. Il faut se rendre compte de ça. Médaille d'or en équipe contre le Japon. Et oui, gagner en finale en équipe mixte, c'est juste incroyable face aux Japonais. Et bien, derrière, c'est des centaines de milliers en fait, de candidats qui pratiquent le judo, qui décrochent leur ceinture noire par force de travail. Et derrière, ils font des études et ils sont exclus du marché de l'emploi. Donc, ils réussissent sur un tatami et ils ne réussissent pas dans la vie active. Il y a un problème de fond. Et pourtant, c'est des sportifs de très haut niveau. Un tout dernier mot, le 29 novembre, ça c'est évidemment ce sommet. Il sera en présentiel et en figital. On pourra le voir évidemment à distance. Pas forcément besoin de tous de se presser au ministère de l'économie. Il y a aussi, c'est un événement à double niveau, en présentiel, des ateliers. Vous attendez beaucoup d'entreprises, j'imagine. Là, la liste n'est pas arrêtée. Voilà, donc c'est ouvert à tous. Voilà, c'est intéressant de lancer le message. C'est ouvert à tous. Il suffit de s'inscrire sur le sommet de l'inclusion économique. Et puis, il y aura en fait des tables rondes de qualité, en fait, avec des intervenants très brillants et qui vont pouvoir nous inspirer. On va avoir des keynotes avec un certain nombre de professionnels qui vont nous expliquer comment ça fonctionne, des ateliers très pratiques sur comment recruter, comment utiliser en fait des méthodes comportementales pour pouvoir évoluer. Et puis une agora où on va mettre en lumière des acteurs qui sont sur de l'impact un peu partout en France, qui font en fait de l'inclusion économique. Et on terminera par probablement l'annonce de la création d'un fonds qui aura pour vocation de soutenir les entrepreneurs en France. Et donc, du coup, on est dans un temps où aujourd'hui, on collecte de l'argent pour pouvoir réinvestir dans ces projets. Un fonds qui permettra de pouvoir soutenir des actions concrètes en direction de la diversité. On est bien d'accord au sens large d'ailleurs. Hein. Vous ne cantonnez pas exclusivement à cette question de la diversité dans les quartiers, puisque c'est de ça dont il est question. Le problème des quartiers, c'est le problème de tout le monde aujourd'hui. Et le problème de tout le monde, c'est aussi le problème des quartiers. C'est la même méthode. Merci Saïd Amouche d'être venu sur notre plateau.
plateau le 29. Et puis évidemment, d'ici là, commencez à vous renseigner. Prenez contact tout simplement avec Mosaïque RH aussi, parce qu'ils ont des collaborateurs efficaces qui pourront vous accompagner. Mosaïque RH, c'est combien de collaborateurs aujourd'hui ? 82 collaborateurs. Voilà, c'était créé en 2007 par vous, Saïd Amouche, qui est devenu un entrepreneur. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas demandé, dans les pistes d'alternatives pour ces jeunes qui ne trouvent pas d'issue, il y a souvent l'entrepreneuriat aussi. Je crée ma boîte, j'ai pas le choix. J'ai pas trouvé de boulot. Tout à fait. Et 62% en fait de création d'entreprises dans les quartiers populaires. Donc c'est important de le savoir. C'est important de. Vous voyez, ça c'est une réponse concrète aux problématiques idéologiques. Ce sont des jeunes qui ont envie, qui prennent leurs responsabilités, qui prennent leur destin en main et ils entreprennent. Donc ils prennent de l'initiative. Et donc à un moment donné, quand il y a un mouvement qui est donné comme celui-ci, il faut le soutenir. C'est vrai que, voilà, contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas tous à tenir les murs, parce que c'est l'expression qu'on utilise souvent dans les quartiers. Il y a plein de jeunes qui créent leur boîte et qui sont des entrepeurs, voilà, tout simplement. Qui aspirent à une autonomie économique. Et absolument, et à pouvoir parfois même quitter leurs parents, parce que souvent l'enjeu c'est de pouvoir quitter ses parents et de créer, de construire sa vie tout simplement. Merci Saïd Amouche. Le 29 novembre, ce sera au ministère de l'économie et des finances et sur Internet. On suivra évidemment de très près cet événement. Merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite, parce que vos journées sont assez chargées. Je me suis laissé dire que les ministres vous convoquaient, c'est vrai ça, pour avoir des conseils, que vous les accompagnez, les ministres, sur ces questions de diversité ou pas? Comme plein d'autres. Ou c'est une rumeur journaliste? Comme plein d'autres, on est consultés pour partager nos expériences. En fait, c'est plutôt ça. Vous êtes un homme modeste, Saïd Amouche. Merci, fondateur de Mosaïque RH et de la fondation Mosaïque RH, avec cet événement, je vous l'ai dit, le 29. C'est important que je vous remercie Arnaud, parce que on ne peut pas faire l'inclusion économique sans les médias. Et donc quand on a des journalistes qui comprennent ce sujet-là et qui décident de faire des sujets, eh bien ça nous sert drôlement. Donc merci pour vos engagements et merci à la chaîne Bismarck. On y croit, en tout cas, c'est un événement important. Merci d'être venu sur le plateau. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va intéresser Saïd Amouche, c'est Monster, évidemment, qu'on connaît bien, qui fait une étude sur la génération Z. Est-ce qu'elle est confiante en l'avenir après cette année de Covid? On va en parler avec le responsable marketing B2B de la société Monster. C'est dans Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. On parle des jeunes de la génération Z qui a vécu, traversé ce Covid, et on parle de ceux qui viennent de sortir et qui sont donc sur le marché du travail. Mais dans quel état d'esprit sont-ils? Optimistes, pessimistes? Justement, on en parle avec Romain Giunta. Bonjour Romain. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Responsable marketing B2B et relations presse chez Monster. Monster, donc c'est une plateforme numérique, alors qui appartient, vous m'arrêtez, au groupe Randstad, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous avez fait une étude chez Monster qui est très très intéressante, parce que vous avez un peu sondé les cœurs. D'abord, un premier chiffre, et puis on va le commenter ensuite. 43% de ces jeunes interrogés craignent que leur manque d'expérience entrave leur parcours professionnel. Vous les sentez comment, ces jeunes que vous avez interrogés? Pas vous, mais l'Institut de sondage. Un peu pessimistes, un peu inquiets quand même, non? Finalement, oui, assez mitigé. On a 49% des candidats qui se déclarent plutôt confiants vis-à-vis de leur future carrière et de la carrière qui s'offre à eux sur le marché de l'emploi. Mais on a quand même 35% d'entre eux qui sont très peu confiants. Ça s'explique forcément vis-à-vis de la crise sanitaire par laquelle ils sont passés. C'est une période difficile où ils entrent sur le marché de l'emploi dans un contexte qui est à la fois difficile pour eux, avec un manque d'expérience et une expérience qu'ils n'ont pas pu acquérir, et aussi difficile pour les entreprises qui sont certaines en difficulté économiquement. Donc c'est vrai que tout ça met à mal leur confiance sur l'entrée dans le marché de l'emploi. Mais on a quand même plus de positifs que d'inquiets, ce qui est quand même positif pour l'avenir des jeunes en France. Alors, il y a dans cette étude extrêmement détaillée, que je vous invite évidemment à lire, faite par Monster, il y a quand même des éléments intéressants. D'ailleurs, assez intéressant sur le plan sociologique. 55% des hommes se montrent plus confiants, pour seulement 43% des femmes. Romain, est-ce que les femmes ont le sentiment finalement d'avoir plus de mal à entrer sur le marché du travail que les hommes? Enfin, comment vous l'expliquez? Est-ce que vous avez une explication? Alors, on voit déjà qu'avec la crise, les femmes ont souvent été impactées
un petit peu plus négativement que les hommes, alors notamment les femmes avec enfants par exemple, qui elles ont été plus soumises au chômage partiel, voire à se déconnecter complètement du marché du travail pendant un temps. Donc c'est un petit peu difficile, ça concerne un petit peu moins les jeunes, mais en tout cas c'est quelque chose qu'ils ont vu et qu'ils ont vécu. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a certains secteurs de l'emploi, comme le BTP, l'informatique, qui sont des secteurs qui ont encore beaucoup de mal à se féminiser, sur lesquels les femmes veulent entrer, mais pour l'instant n'osent pas, vont manquer de confiance en elles, vont avoir du mal à trouver des expériences qualifiantes pour rentrer sereinement sur le marché du travail. Ça explique aussi la raison pour laquelle les femmes, et notamment les jeunes femmes, peuvent être plus inquiètes que les jeunes hommes pour rentrer sur le marché du travail. Alors, il y a un autre élément qui est intéressant, qui ressort chez les jeunes, c'est les critères d'embauche prioritaires selon eux, évidemment. Ce qui ressort en tête, c'est qu'ils souhaitent être recrutés pour leur personnalité, en deuxième position pour leur expérience et en troisième position pour la cohérence de leur parcours. Comment vous le décryptez? Parce que, excusez-moi d'être un peu abrupte, mais on parle de jeunes qui viennent de sortir de l'école, qui ont fait peut-être parfois une alternance ou un stage, et c'est vrai que ce n'est pas suffisant pour arriver sur le marché du travail. Souvent, l'employeur dit c'est bien, mais vous n'avez pas d'expérience, et on se mord la queue dans ce cas-là. C'est justement ça que les jeunes veulent soulever. On leur reproche dans un premier entretien pour un premier emploi de ne pas avoir assez d'expérience quand finalement ils n'ont pas pu en acquérir plus. Donc c'est justement là le point de vigilance que les jeunes veulent faire passer, c'est j'ai déjà une expérience de stage, une expérience d'alternance, j'ai probablement des activités extrascolaires que je peux mettre en avant. J'ai envie que le recruteur en face de moi puisse finalement se dire je recrute un jeune diplômé, je me mets à sa place, je sais que je ne vais pas pouvoir avoir quelqu'un de très expérimenté, sinon je recruterai un senior. Alors essayons de creuser ces pistes-là et de voir comment justement je peux aider ce jeune à monter en compétences au sein de mon entreprise et à utiliser les compétences qu'il a déjà acquis ou qu'il est en train d'acquérir dans son cursus professionnel. C'est intéressant parce que c'est le débat qu'on a régulièrement sur ce plateau et que vous soulevez, qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire que ces jeunes disent aussi, et ça fait écho à Saïd Amouche il y a quelques instants sur notre plateau, la diversité, c'est aussi faire appel aux soft skills, à ce qui n'est pas forcément le diplôme, mais au savoir-être, au dynamisme, à l'agilité. C'est ça aussi ce qu'ils demandent les jeunes. Tout à fait. Et finalement, les jeunes, notamment dans ce contexte de crise, ont développé des soft skills très intéressantes pour les entreprises en termes de flexibilité, de curiosité, d'adaptabilité, d'esprit critique. Tout ça, c'est des compétences qui sont extrêmement recherchées par les entreprises, notamment parce que les compétences techniques deviennent vite obsolètes. Donc c'est finalement un point sur lequel les jeunes peuvent miser pour rentrer sur le marché du travail et un point qui finalement intéresse beaucoup de recruteurs pour justement déceler les jeunes potentiels qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Donc les soft skills, en effet, à optimiser sur le CV des jeunes pour un premier emploi et un premier entretien. Et oui, et qui vient compenser le fait qu'il faut le dire, qu'il n'ait pas d'expérience professionnelle sur le job ou l'emploi auquel il recrute. Alors il y a un autre sujet qui va venir faire aussi passerelle avec notre première rubrique aujourd'hui dans Bien dans son job, qui était la quête de sens. Alors on avait un chercheur, un professeur à l'EM Normandie qui évoquait la quête de sens. Là aussi, dans ce sondage, on la retrouve. À 75% des candidats qui ont été interrogés, ils disent accepter de travailler dans un secteur qui n'est pas le secteur auquel ils avaient pensé, mais 78%, et on découvre le chiffre, affirment qu'ils n'accepteraient pas un emploi qui n'a plus de sens pour eux. Très intéressant, on ne prend pas un emploi pour le salaire et pour l'emploi, mais il y a quand même l'idée de trouver un emploi qui donne du sens. Tout à fait, ça c'est vraiment une des particularités de cette génération qui a été aussi exacerbée, disons, avec le passage de la crise sanitaire. Les jeunes finalement ont une carrière qu'ils ont envie de travailler, une carrière qui veulent correspondre à leurs valeurs. Ils ont envie aussi de trouver une entreprise qui correspond à leurs valeurs et ils sont prêts à changer d'emploi assez rapidement d'ailleurs s'ils ne trouvent pas ce qui leur correspond à la fois professionnellement et humainement. Et c'est ce qui ressort dans cette étude, c'est que malgré la crise sanitaire, les jeunes, d'une part, ne sont pas prêts à accepter un salaire plus bas et aussi ne sont pas prêts à accepter un salaire qui n'a pas de sens pour eux, puisque pour eux, on est encore loin de trouver un emploi alimentaire pour passer cette crise sanitaire. On est plutôt du genre à dire je suis prêt à continuer mes études, je suis prêt même à faire une reconversion, mais je veux trouver du sens dans mon travail pour finalement vivre cette carrière pleinement et qu'elle se passe le plus sereinement possible. Alors terminons, Romain, si vous en êtes d'accord, avec deux sujets qui sont importants et qui sont d'ailleurs souvent pas toujours réglés par les chiffres, parce que tous les chiffres ne disent pas la même chose. La question du rapport au CDI, et puis on terminera par le télétravail, parce que le télétravail aussi, qui est entré de plus en plus dans les mœurs et dans les recrutements. D'abord sur le CDI, dans votre étude, il y a 52% des candidats qui préfèrent avoir un CDI contre 20% un CDD. Alors c'est vrai que
ça dépend des études, parfois il y a moins, parfois il y a plus. C'est quand même intéressant ces jeunes dont on dit ils veulent quand même malgré tout pour la moitié d'entre eux de la stabilité. Oui, c'est vrai. Alors, la génération Z, on la qualifie de génération volatile, justement en quête de sens, qui est prêt à changer d'entreprise. Pour autant, je pense que là, c'est vraiment contextuel. On a eu un besoin de sécurité, d'avoir un CDI. Ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas prêt à quitter son CDI par quête de sens, je pense. Ça veut simplement dire on sécurise l'emploi, on est prêt à trouver le job idéal en CDI sur le long terme, parce que si l'entreprise nous correspond vraiment et qu'on partage les mêmes valeurs, les jeunes de la génération Z sont aussi prêts à faire un très long chemin avec cette entreprise-là. Pour autant, je pense qu'il y a moins de freins à casser un CDI et aller vers une autre entreprise ou vers un autre emploi si le sens diminue ou si les conditions humaines et professionnelles diminuent également. Un tout petit mot sur le télétravail. Le télétravail, bon, ils aiment bien, mais ils veulent hybrider. Beaucoup de directeurs et de chefs d'entreprise sur ce plateau pendant le Covid nous disaient c'est pas les jeunes qui veulent être en télétravail full remote, ils veulent aller à l'entreprise, ils veulent avoir du lien. Et oui, les jeunes premières expériences professionnelles, nécessairement veut dire qu'on a aussi envie de connaître le monde réel, entre guillemets, le monde réel de l'entreprise, l'ambiance au travail, comment se passent les relations sur place. C'est quelque chose qui n'est pas possible avec le télétravail, on est sur une forme digitalisée. Donc c'est vrai que le système qui est le recommandé par les jeunes, c'est vraiment le système hybride, de garder cette flexibilité, mais de pouvoir quand même rencontrer ses futures équipes au bureau pour créer des liens, s'affirmer dans sa position professionnelle, pouvoir aussi gravir les échelons hiérarchiques et avoir tout cet aspect aussi plutôt informel du travail qu'on a moins quand on est en remote. Alors Romain, juste avant de nous quitter, parce que j'ai découvert ce chiffre qui, lui, évidemment, fait passerelle avec ce que vient de nous dire Saïd Amouche de Mosaïque RH, entreprise que vous connaissez. Je ne sais pas si Monster sera présent à ce sommet le 29 novembre, mais l'invitation est lancée. 24% des jeunes interrogés considèrent que les discriminations fondées sur le genre, la validité, l'orientation sexuelle, l'appartenance ethnique ou religieuse, comme le deuxième plus gros obstacle en matière de recrutement, qui vient évidemment faire écho au diagnostic posé par Mosaïque RH. C'est un vrai sujet, ça. Ah oui, c'est un vrai sujet. Alors, dans le positif, c'est que c'est un sujet aussi que les entreprises sont en train d'assimiler, de rentrer dans leur stratégie de marque employeur pour justement dire aux jeunes on se soucie de la diversité et de l'inclusion et on veut vraiment faire des efforts. Maintenant, on sait qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne font pas du tout d'efforts sur ces thématiques de diversité et d'inclusion, même si elles le souhaitent, mais elles n'ont pas encore les moyens de le faire. Et pour les jeunes, c'est vrai que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'ils vivent au quotidien pendant leurs entretiens d'embauche, par exemple, où on a aussi interrogé des jeunes en direct qui nous disent, quand ils soumettent leur candidature, ils ont beaucoup de mal parfois à simplement divulguer leur nom, qui pourrait avoir une consonance étrangère. Tout ça, c'est des réalités, malheureusement, qui sont bien là encore en 2021 et on espère qu'elles vont se gommer petit à petit. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et merci beaucoup Romain Giunta. Et puis dernier élément, dans le classement à égalité à 22%, il faut quand même préciser qu'ils se plaignent d'un manque de réseau et la situation économique des entreprises préoccupe les candidats, donc ils n'ont pas de réseau et puis ils ont l'impression que la crise, la porte va leur claquer à la figure. Ils ont aussi cette angoisse. Tout à fait. Manque de réseau parce que encore difficile de faire jouer son réseau professionnel quand on en a peu et on sait qu'il y a encore une grosse partie des volumes de recrutement qui se font justement par la recommandation d'un collègue, d'un ancien manager, d'un membre d'une ancienne école. Donc c'est un point que les jeunes ne peuvent pas maîtriser pour l'instant de par leur entrée très soudaine très récente sur le marché du travail. Et le deuxième point, rappelez-le-moi. Deuxième point, c'était la crise économique des entreprises. La crise économique, tout à fait. Certaines entreprises qui sont en difficulté financière, notamment dans certains secteurs clés sur lesquels les étudiants cherchent du travail. Donc on sait que ce sera plus difficile, parfois avec des gels de postes, des recrutements qui vont être reportés à plus tard, voire complètement supprimés. Donc ce qui fait que les jeunes vont s'orienter intelligemment vers des secteurs qui recrutent plus, c'est ce que je conseille en tout cas. Merci Romain Giunta, merci d'être venu avec nous en visio, comme on dit, responsable marketing B2B, relations presse de chez Monster. Allez voir cette étude, elle est passionnante, elle va vous aider, vous qui êtes DRH, peut-être à mieux cerner cette génération Z. C'était un plaisir de terminer l'émission avec vous Romain. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Merci à toute l'équipe, merci à Benjamin à la réalisation, merci à Alexandre au son, merci à Fanny Griesmer et évidemment à Margot Ruot. Merci à vous qui nous suivez et qui réagissez. Je serai là, portez-vous bien. À demain. Bye bye.